don't go out. For be a dog, for be a dog, for be a dog, get your way down here, make you walk the log, baby, please don't go out. Tous les premiers souvenirs que j'ai du cinéma, le film Family Life, Easy Rider. Ça, c'est mon début de sensibilisation avec le cinéma. J'ai rencontré le cinéma après, c'est parce que j'étais dans le son, j'ai toujours été dans le son avec mon frère, mon grand frère qui m'a offert en fait un magnétophone. Et mon frère a besoin de quelqu'un pour l'enregistrer, mettre le micro, faire les branchements sur les petits amplis qu'il avait, etc., pour amplifier sa guitare, tout ça. Du coup, je me réfugie sous le casque, c'est le cas de le dire, et mes micros, et j'installe mes micros, je fais du son. Et donc, la rencontre avec le cinéma, c'est grâce à Libération. Je regarde les petites annonces et je vois un sublime stage proposé par une petite boîte de production. Et donc, les films plein champ proposaient un stage merveilleux qui était écriture de scénarios sonores. Et là, ça a tilté dans ma tête, j'étais curieux, j'ai voulu voir de quoi il retournait. Et effectivement, écriture de scénarios sonores, c'était raconter une histoire et la bruiter déjà, faire du bruitage avec les micros pour faire cette prise de captation, de prise de son. Ça se passait dans le 14e arrondissement. Et on faisait nos prises de son dans la rue Didot, dans le parc. Après, on re-rentrait dans le studio et puis on additionnait nos petits sons et on faisait notre petite bande son au ciseau, pouf pouf, pas de numérique, que de l'analogique évidemment, mais une précision extrême dans le travail du mixage, etc. Et après, proposition au professeur, enfin au garçon là qui était là, qui s'appelait en fait Francis Lemogne, et qui donc écoutait nos petits scénarios sonores. Et voilà. Les prises de son, ouais, sont un peu plus compliquées. Évidemment, je découvre comment fonctionne plus le matériel. Le choix des micros par rapport à des types de prise de son, enfin toute forme de stage, je sais plus, d'une semaine ou deux, je fais comme ça trois stages dans l'année, quoi, tu vois, dans une année, et puis je vais refaire après un autre stage à l'école Louis Lumière, etc. Plein champ, rue Didot, boîte de production, commence à produire des films, entre autres Juliette Berthaud, Neige, d'autres films que j'ai oubliés. Mais il y a du monde qui commence à tourner dans cette petite boîte. Il y a même Cédric Clapiche que je rencontre et qui, lui, fait des écritures de scénarios. Carrément, de courts-métrages. Enfin, il y a du maquillage, il y a tous les métiers du cinéma. Et moi, ouais, ça grouille et je commence à baigner dans quelque chose qui commence à sacrément m'exciter, quoi. Et je pouvais pas mesurer ce que c'était cette histoire du cinéma. Et là, je découvre qu'effectivement, dans le son, il y a aussi de l'image qui va avec le son. C'est pas le tout d'enregistrer, de faire des montages son, ou alors je me serais dirigé vers la radio. Mais c'est pas la radio que je choisis, c'est finalement le cinéma. Mais comment faire dans le cinéma pour rentrer et faire du cinéma, travailler dans le cinéma? J'ai une fois de plus le bon contact avec cette personne, Francis, qui me permet de devenir assez rapidement assistant. Je travaille comme perchman sur des films divers et variés, courts-métrages, films industriels, enfin, etc., etc. Je t'en passe, c'est les meilleurs. Mais bon, assez rapidement, je fais un film qui est Mauvais sang, comme assistant. Je me retrouve en fait à un moment où, à nouveau, les films plein champ produisent Les Amants du Pont-Neuf. Et je dois, en fait, parce que le film s'était interrompu, il a été repris, enfin bon, difficultés financières. Mais quoi qu'il en soit, on m'appelle pour faire le son sur le film Mauvais sang.
C'est moi qui ai la responsabilité du son, donc j'ai un assistant, 2 assistants même. Et me voilà parachuté avec une responsabilité quand même assez incroyable pour mes petites épaules. À un moment, je me retrouve à faire un documentaire à Chantilly, sur les champs de course, les chevaux, le monde de la course, etc. Donc on est dans le court-métrage, on a une pratique évidemment dans le court-métrage ou dans le long-métrage qui est plus importante que dans le reportage, parce que il faut installer des micros, on utilise des micros HF, que dans le reportage on utilise un simple micro de ce type-là, c'est assez basique, il y a 1 ou 2 micros en reportage, c'est tout. Et là, sur ce court-métrage et durant ce travail sur les champs de course, je rencontre quelqu'un qui est en train d'installer des micros. Je vois qu'il se trompe complètement. Donc je lui dis, oula, faut que tu utilises des micros totalement différents, enfin voilà, etc. Je lui donne quelques indications. Et ce garçon me dit, ah mais Dion, tu as l'air de t'y connaître, donc est-ce que ça t'intéresserait pas finalement de venir nous rejoindre dans une agence de presse, parce qu'on est en train de monter une grosse équipe pour faire un magazine qui s'appelle 24 heures à Canal+. Je dis pourquoi pas, je vais voir, je prends rendez-vous avec Hervé Chabalier, et là je me retrouve effectivement dans une bande de journalistes. Ah, c'était la fameuse boîte Capa Presse, qui existe toujours et qui est une grande agence de presse mondialement connue, on peut dire. On nous diffusait cette fameuse émission qui s'appelait 24 heures sur Canal. Le principe de l'émission, c'était partir, alors on va dire à l'autre bout du monde, partir à 7-8 caméras, ce qui représentait 7-8 caméramans, 7-8 journalistes, 7-8 ingénieurs du son, on va les appeler comme ça. Dans le domaine de la télé, on les appelle effectivement chef opérateur du son. Cinéma, c'est plutôt ingénieur du son. Voilà, parce que c'est un peu plus poussé, mais enfin, bon, en même temps, voilà, moi, j'y faisais un peu les mêmes choses. On s'occupait des télécommunications, parce qu'il fallait que toutes ces équipes soient interconnectées entre elles. C'était un peu les prémices de l'immédiateté, de comment on se connecte les uns et les autres à l'autre bout du monde. Donc, l'Afrique me permet à nouveau, on va dire, de reprendre un peu le voyage, quoi. C'est-à-dire, je découvre quand même, je vais tourner au Rwanda, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Niger, tout plein de pays africains qui me séduisent et qui, effectivement, me donnent de plus en plus envie d'être en Afrique durant une bonne période. Travailler dans le cinéma, c'est un carnet d'adresses, hein. Donc, de fil en aiguille, Arthur McKeag et d'autres me permettent de rencontrer d'autres réalisateurs. Et donc, il y a un réalisateur qui s'appelle Gérard Gress qui me demande si je suis disponible pour faire un documentaire en Hollande. Je dis oui, bien sûr, pas de problème, mais il n'y a pas d'argent. Bon, faut voir. Les conditions étaient, comme on dit, spartiates. Un camion, on dormait dans le camion. Le sujet, c'était un documentaire sur un orchestre symphonique, c'est-à-dire 50 musiciens, qui qui jouent dans la rue. Et ils jouent du Shostakovich, du Handel, une chanteuse, orchestre symphonique avec une chanteuse. Là, je me dis, il y a un challenge et je pars avec mes petits moyens parce que comme il n'y a pas d'argent, il faut que je réunisse mon petit Nagra, des petits micros, des pieds de micro, des câbles. C'est vraiment l'aventure. C'est qu'à un moment, on part d'Amsterdam en péniche pour les îles de la Friesland qui sont tout à fait tout au nord. Et l'orchestre symphonique a décidé d'aller jouer sur ces îles parce qu'il y a une bonne acoustique, et voilà, avec le coucher de soleil. Nous voguons sur la mer du Nord, évidemment il y a des marées. Nous apercevons sur notre droite, en arrière de nous, alors que nous avançons vers le nord, un bateau qui est en train de démater.
va lui porter secours. On ne peut pas rester comme ça dans cette situation. Les deux péniches décident de venir en arrière, portent secours au bateau, réparent le bateau, etc., recueillent les gens qui sont un peu plus ou moins dans l'eau. Mais évidemment, nous nous ensablons puisque les marais sont là. Et les péniches sont prévues pour ça en Hollande, elles sont à des fonds plats, elles se posent sur le sable, mais évidemment, il faut attendre 8 heures. Et qu'est-ce qui se passe? L'orchestre symphonique, 60 musiciens, descendent de la péniche, vont sur les restants de flaques d'eau qu'il y a sur le sable, sur les marais, et jouent du Shostakovich. Pas plus belle image que celle-là, magnétique que je me remets inlassablement chez moi, des ambiances sonores africaines, des ambiances de rue, des ambiances de vie, des ambiances de ça, de ce concert. Alors l'orchestre s'appelait le Ricciotti Ensemble. Plus grand souvenir cinéma, je dois dire que c'est La vie est un long fleuve tranquille, d'Étienne Châtillaise, ouais. Là, je dois dire, et j'ai une photo d'ailleurs, je vais vous la montrer. Je vais vous la commenter aussi également. Cette photo, elle représente, vous en souvenez tous, je pense, c'est le fameux moment où l'épicerie de ce monsieur, l'épicerie à côté de chez Momo, la famille Groseille. La famille Groseille, oui, où ils vont tous se chercher à manger. Il y a une explosion dans une épicerie et effectivement cette explosion qui devait être toute petite, enfin les garçons qui étaient chargés sur les effets spéciaux, donc de charger cette voiture avec un peu d'essence et comme ça se fait, et puis un autre produit dont j'ai oublié le nom, mais enfin en tous les cas, ont énormément chargé la voiture. Et l'explosion a retenti, la voiture est montée de plusieurs mètres de haut. L'épicerie a été ravagée entièrement. Les immeubles qui étaient au-dessus, les fenêtres sont tombées. Le réalisateur qui m'a le plus impressionné, c'est celui que j'ai pratiqué des 2 fois, en fait, c'est Léos Carax qui m'a quand même... parce que la manière de construire... quand je l'ai rencontré, j'avais pas une grande carrière professionnelle derrière moi. Mais enfin, j'avais vu quand même des choses à la télé, etc., sur certains réalisateurs. Lui, c'est pour ça aussi qu'il a bien fonctionné, qu'il a eu une aussi grande importance à ce moment-là. C'est quand même, il réveillait un peu le cinéma plan-plan, par rapport à l'utilisation du matériel dont il avait besoin pour faire ses plans. Des travelling incroyables. J'ai tourné une nuit entière à La Défense sur une voiture travelling où il y avait la caméra, avec tout le staff caméraman qui avait assistant, script, donc beaucoup de monde sur cette voiture travelling, plus la caméra. Une autre voiture sur laquelle il y avait le son, sur lequel j'étais. Une autre voiture à côté où il y avait effectivement toutes les lumières pour éclairer les artistes. Plus la voiture décapotable où il y avait effectivement Hans Meyer et Michel Piccoli. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 voitures quasiment sur le périph' qui fait le tour de La Défense. Et on a tourné comme ça toute une nuit entière à faire des plans. À mettre en place, quand on vous en parle, c'est inconcevable. Et on l'a réalisé, on l'a fait. C'est ça le cinéma. Et c'était ça le cinéma avec Léos Carax. C'est-à-dire, effectivement, je veux ça. C'est pas possible. Je veux ça. On va le faire. Ça n'a été que ça, les films de Léos Carax. En tous les cas, pour les équipes techniques qui ont bossé, ça a été des challenges. C'est comme les amants du Pont-Neuf. La traversée du Pont-Neuf en feu d'artifice total, avec Juliette Binoche qui fait du ski nautique derrière un bateau. Quand elle passe sous le Pont-Neuf, le feu d'artifice éclate, et il y a une avalanche d'eau qui vient arroser, Juliette Binoche traverse ce plan
Mais à mettre en place, ça a duré 15 jours, 3 semaines. Il a fallu prévenir et convaincre les pompiers de la ville de Paris, parce que c'est eux qui ont mis ça en place avec les équipes techniques, évidemment, du cinéma. Le feu d'artifice, mais c'était pas une petite bombinette, c'était une explosion de feu d'artifice. Plus, effectivement, Denis Lavant, Juliette Binoche, enfin, et la lumière, et etc., et le son, etc., des micros partout pour pouvoir attraper les explosions. Enfin, une construction, les travelling qu'il y a eu, qui était somptueux avec Denis Lavant sur Mauvais Sens, se tapant les poings rue d'Odessa à Montparnasse. Non, des choses où je remercie le ciel d'avoir été présent à ce moment-là. Ah non, 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 pas de regret à refaire. Non, je m'y remettrai demain. Hein. Hush not, child, and don't cry.